Pour le bon déroulement de cette cérémonie, nous vous prions s'il vous plaît de bien vouloir mettre vos téléphones sous mode silencieux. Merci. Monsieur le Président, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les journalistes, messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les cadres dirigeants, mesdames et messieurs, en ce début d'année, je voudrais d'abord vous adresser mes vœux les plus sincères. Mes vœux de bonne santé, des vœux de prospérité, mais aussi de liberté. De liberté car nous savons tous qu'en ces temps où s'accumulent des nuages sombres sur le ciel de notre pays, l'orage de la tyrannie menace nos libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté de la presse. Je voudrais vous assurer, mes chers compatriotes, journalistes et hommes des médias, que le parti politique Ensemble pour le Gabon se tient à vos côtés. 2006 marque également le 10e anniversaire de l'adoption, la promulgation du Code de la communication. Ce texte qui en son temps avait été adopté à l'unanimité a consolidé les garanties essentielles à l'exercice du métier de journaliste. Il a ouvert la voie à l'émergence d'une véritable économie des médias, en levant entre autres les peines d'emprisonnement pour les délits de presse, en consacrant le droit d'accès à l'information et en amorçant enfin la question essentielle du financement des entreprises de presse. Je voudrais aussi, par votre entremise, adresser aux militantes et aux militants de l'EPG des vœux de courage, de lucidité et de détermination. Vœux de courage car le moment que nous vivons exige que les paroles ne soient pas seulement rassurantes. Il exige de la vérité et du sens. Aussi, voudrais-je, au moment où j'adresse ces vœux à la presse, indiquer que la vision qui est la nôtre participera cette année 2026 à consolider 8 points essentiels. Le premier de ces points, c'est la refondation de la nation, à travers ce que nous appellerons les états généraux de la nation. Les institutions de notre pays ont été bricolées. Elles ont été conçues dans la précipitation. Elles portent en elles des contradictions profondes, des zones de flou institutionnel et une concentration excessive des pouvoirs. Il s'agit là d'un édifice déséquilibré et qui ne peut conduire qu'à l'instabilité et à terme à de vraies difficultés politiques si les collectifs ne sont pas apportés à tous les étages. C'est pourquoi plutôt qu'un énième dialogue qui pourrait porter les épithètes ou exclus que l'on voudra, nous pensons qu'il nous faut proposer autre chose. Il faut oser un autre schéma. Un schéma qui a plus de sens et qui a des objectifs très clairs. Les États généraux de la nation, mesdames et messieurs, c'est pour éviter de servir les intérêts individuels et particuliers. Il ne s'agit pas non plus de consolider le pouvoir d'un homme, comme ça a été le cas à Angoji. Il s'agit de se doter d'un cadre durable, équilibré et lisible pour la nation gabonaise. Nous avons besoin de refonder nos institutions. La transition a été une occasion manquée. Nous avons besoin de repenser notre vivre ensemble, interroger notre modèle économique et social avec lucidité, pragmatisme et patriotisme. Mes chers compatriotes, 60 ans après l'indépendance,
35 ans après la conférence nationale, le moment est venu de marquer une pause collective, de regarder notre parcours commun, avec lucidité, sans complaisance, et de tracer ensemble de nouvelles lignes pour notre avenir. Ne rien faire serait une faute historique. Refonder maintenant est un devoir républicain. Le deuxième point, ce sera de corriger l'architecture institutionnelle. Mesdames, Messieurs de la presse, et vous le savez comme moi, en Afrique francophone, l'histoire est claire. Tous les pays ayant supprimé la fonction de Premier ministre au profit d'un exécutif hybride ont fini par y renoncer. Pourquoi? D'abord parce que le mélange des responsabilités ne fonctionne pas. Et cela se voit aujourd'hui. Dans la crise actuelle de l'éducation, nous voyons bien comment l'exécutif est en panne. Entre un chef d'État qui oublie qu'il est chef du gouvernement, mais qui s'oblige ensuite à recevoir à 4 heures du matin des syndicats ou des personnes, alors que les techniciens du domaine travaillent par ailleurs. On voit bien que l'exécutif est en panne fonctionnelle et en panne de solution. Il nous faut donc constater qu'un État sérieux repose sur des responsabilités claires, des responsabilités identifiables. Qui fait quoi? Quand? À quel moment? Toute négociation commence par la question technique. Les techniciens sont mis à contribution pour évaluer, examiner de quoi il s'agit. Lorsque ça arrive au niveau gouvernemental, ministériel, on regarde s'il s'agit d'une question sectorielle uniquement ou si c'est multisectoriel. La crise actuelle ne concerne pas que l'éducation nationale. Elle concerne l'éducation nationale sur les contenus pédagogiques. Elle concerne le budget sur la question de la solde. Elle concerne la fonction sur la question du suivi des carrières. Dès cet instant, une fois que les départements sectoriels ont travaillé, il y a une coordination auprès du Premier ministre qui examine, qui procède aux premiers arbitrages, et le chef de l'État décide. Mais l'architecture actuelle met le président en première ligne. Mais une fois qu'il est lié, mais qui va sauver la République? Et donc, d'avoir adopté à marche forcée une constitution parce que quelqu'un voulait le pouvoir et tous les pouvoirs, et on en voit les limites aujourd'hui. Il faut urgemment corriger cette architecture institutionnelle. Le Gabon n'a pas vocation à répéter les erreurs des autres. Il a vocation à en apprendre. Le Sénégal avait supprimé la fonction de Premier ministre, il y a renoncé. Le Congo-Brazzaville l'avait fait, il y a renoncé. Pourquoi commettre les mêmes erreurs quand on peut les éviter? Ici, nul besoin d'un nouveau référendum. Une constitution suffirait. Il y a un parlement qui a été mal élu, certes, il existe. Une constitution suffirait. J'appelle donc les tenants du pouvoir à faire preuve de courage et de patriotisme pour ne voir ici que l'intérêt supérieur de la nation. Si ça continue comme ça, je ne donne pas 2 ans avant la catastrophe politique. Pas 2 ans. Et les faits sont là. Et je l'avais déjà annoncé, si vous en souvenez. C'est peut-être que la pilule sera mère, mais c'est une pilule à avaler. On serre les dents, on avale et on modifie. 3 ans après le coup d'État, il n'est plus possible d'abuser d'ancien régime de tous les mots. D'abord parce que, de manière délibérée, les mêmes personnes ont été conservées quasiment aux mêmes fonctions, notamment dans la haute administration. Impôts, douane, trésor, éducation nationale, budget, etc. C'est quasiment les mêmes hauts fonctionnaires qui sont aux mêmes fonctions. Dans ces conditions-là, on ne peut plus continuer à dire au Gabonais c'est l'ancien régime. Et à ce sujet, l'héritage, c'est ce qu'on transmet. Quand vous prenez de force un pouvoir, il n'y a pas d'héritage. Vous avez braqué, vous connaissez ce qu'il y a dans la maison. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Personne ne vous a transmis. Et donc, il faut qu'on cesse un peu cette histoire. On a hérité, vous n'avez hérité de personne ne vous a transmis, vous avez récupéré, et vous savez de quoi il s'agissait, puisque vous étiez au cœur du système, donc vous connaissez les problèmes, qui ne sont pas nouveaux, qui sont anciens. Donc quand vous avez pris, vous saviez qu'il y avait ces problèmes, il faut maintenant les régler.
Il ne faut pas pleurer. Et également parce qu'au regard de certaines réalités, mes chers compatriotes, la gouvernance actuelle apparaît désormais plus défaillante que la précédente. Et à plusieurs égards. N'en déplaise aux électeurs qui, on le sait, le moment venu, retourneront le reste aussitôt qu'ils l'ont fait hier. Là n'est même pas le sujet, de toute façon, maintenant ils ont double couture. Donc c'est pas grave. Je voudrais, mes chers compatriotes, aborder un troisième point essentiel et très important. C'est la question des ménages et des entreprises. Il est nécessaire aujourd'hui de soulager les ménages. Les ménages suffoquent et les entreprises étouffent. Personne aujourd'hui ne peut rester indifférent face à l'avalanche de taxes mal pensées, mal calibrées et qui menacent notre pouvoir d'achat, qui menacent l'emploi et la survie même des entreprises. Je voudrais rappeler ici qu'à l'heure où nous parlons, certaines taxes sont déjà mises en œuvre. À l'heure où nous parlons, certains impôts sont déjà collectés. À l'heure où nous parlons, la CNSS par exemple a déjà commencé à collecter, multiplié par deux la taxe qui a été appliquée. Et aujourd'hui, sur son bulletin de salaire, le travailleur gabonais a vu son salaire être diminué, alors que tout augmente sur le marché. Et on voit bien qu'il y a d'un côté de nouvelles charges, comme la taxe foncière d'habitation, j'y reviendrai, personne aujourd'hui ne vous dit exactement de quoi il s'agit. Combien ça va rapporter? Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est annuel? Personne n'arrive à vous dire de quoi il s'agit. La mise en place de nouvelles taxes, on en a déjà parlé. Il y a aussi ce qui a été renforcé, les droits d'assises. Lorsqu'on nous dit que la bière et les gammes a augmenté, c'est de combien à combien? Bien. Très bien. Mais le gouvernement a du mal à assumer que c'est de son fait qu'il y a cette augmentation. On nous raconte une question d'ajustement de la part de Sobraga, ce n'est pas vrai du tout. Ce sont les droits d'accise sur l'alcool qui ont fait augmenter la régate et les autres alcools, et y compris certains jus de fruits, et y compris demain l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des taxes sur les bouteilles non réutilisables. Et donc ces taxes feront augmenter le prix de l'eau. Tout comme les génies du ministère de l'Environnement ont décidé qu'il faut appliquer au Gabon les normes européennes en matière d'eau. Et donc les bouteilles en disant maintenant qu'il faut que le bouchon ne soit plus détachable de la bouteille. Ça nécessite de la part de la Sobraga d'ajuster ses lignes de production. Mais qui va payer? C'est le consommateur. Vous pensez que M. Castel et ses équipes vont prendre ça sur leur part, sur leur marge bénéficiaire? Pas du tout. Et donc c'est le consommateur qui va payer. Et tous ces éléments-là montrent bien que nous avons un gouvernement qui a fait le choix de chercher à réduire ses déficits budgétaires en augmentant les impôts des Gabonais, sans baisser la question des charges de l'État. Et sur les charges de l'État, nous allons en parler, et c'est pour cela que j'avais déjà annoncé sous M. Oyima que le budget qui avait été adopté était faux, qu'il reposait sur des hypothèses infinançables. Et l'actuel ministre de l'économie n'a pas d'autre choix que de faire une loi de finances rectificative. Et nous demandons que cela soit fait. Nous demandons, nous exigeons qu'il y ait une loi de finances rectificative parce qu'il faut revenir à la réalité. La réalité, c'est que notre économie ne peut pas financer un tel budget qui serait passé en 2 ans du simple au double. Nous serions le seul pays de la sous-région à l'avoir fait. Il faut corriger ce budget, il faut corriger les hypothèses de croissance qui ont été adoptées. Et il n'y a pas d'autre choix. Je l'ai dit tantôt, lorsque vous avez adopté un budget à 7 233 milliards de francs, et en quelques semaines, quelques jours même, il passe de ce montant à 6 358, sans explication aucune. Les hypothèses de croissance également ont été revues à la baisse, sans explication. Et que dans le même temps, cette loi de finances est adoptée par un Parlement illégitime. Parce qu'au moment où cette loi de finances est adoptée, le Parlement de transition, il n'avait plus raison d'être là. 80% des députés avaient été renouvelés. À quel titre ils ont donc engagé l'État et les générations futures sur les éléments pour lesquels ils n'ont pas de réponse à apporter à quelqu'un? Et donc, c'est pour cela qu'il faut aujourd'hui, il y a ce Parlement qui existe. Le chef de l'État lui-même critiqué comment ça a été organisé, il sait que sa majorité est illégitime, elle a été mal élue, mais elle est là. Il faut donc que cette législature mal élue
arrive quand même à examiner un budget qui engage sa législature et qui engage les autorités actuelles. Et donc, nous exigeons qu'il y ait effectivement une loi de finances rectificative. Mais, là où il y a un mais, c'est qu'il ne faut pas rectifier à la marge. Il faut rectifier sur les vraies masses, autour desquelles ce budget est déséquilibré et où il y a des dérapages budgétaires importants. Les dépenses de prestige. La Cité de la démocratie à 400 milliards. Quelle utilité quand on n'a pas de médicaments dans les hôpitaux? Quelle utilité de construire à Libreville un deuxième palais présidentiel? Quelle est l'utilité de cela quand on n'a pas d'université? Quelle est l'utilité aujourd'hui d'avoir acheté à Sarah à 700 milliards de francs CFA et qu'aujourd'hui on se rend bien compte que c'est une mauvaise opération? Nous l'avions dit. Mais la GOC, mesdames et messieurs de la presse, la GOC, pour la première fois de son histoire, en 2025, va être rouge. Le solde sera négatif à la GOC, pour la première fois. Et pourquoi? En 2025, 52 milliards de francs CFA ont été exécutés au sein de la GOC pour financer la RSE. 52 milliards de RSE. 52 milliards de RSE. Et qui ont financé des activités qui n'ont aucun rapport avec la GOC. On avait conçu des villas à Oyem, au Ligiville. On avait conçu des villas à Moni, à Franceville, pendant que les populations attendent de l'État une assistance sur la question, par exemple, de la vie chère. Pendant que les fonctionnaires, les enseignants attendent d'avoir des salaires convenables qui correspondent à leur engagement, on dépense 52 milliards pour faire une ville fantôme. Il faut bien qu'à ce moment-là, en corrigeant, qu'on mette dans le budget qui finance Oligiville. Est-ce que c'est le budget de l'État? Et à quel moment est-ce que l'Assemblée nationale a adopté dans la loi de finances la construction d'une ville à Oyem appelée Oligiville? Si ce n'est pas le cas, je suis désolé, il faut arrêter cette histoire. C'est une mascarade totale. Et donc la négociation avec le FMI, nous demandons qu'elle aille sur les vrais sujets. Qu'elle aille sur la question des fonds de souveraineté, les fonds politiques du président, des institutions, qu'on regarde ce qui est à supprimer. Nous avions proposé de supprimer certaines institutions inutiles, et on se rend bien compte aujourd'hui que nous sommes dans le mur. Et à l'époque, on nous a répondu que ce n'était pas la peine. Il y a l'argent, le pays a l'argent. Mais on voit bien aujourd'hui que le pays est en difficulté. Et là, ce n'est pas l'héritage de la précédente gouvernance. Là, c'est la mauvaise gestion du gouvernement actuel, du pilotage à vue. C'est pour ça qu'on est en difficulté. Et je tiens à vous annoncer, mesdames et messieurs, que quand le ministre nous dit qu'il a conclu l'accord avec les familles, c'est faux. Il a l'intention, il a envoyé des signaux pour conclure cet accord. Le FMI a mis un certain nombre de conditionnalités avant de venir discuter. Mais la discussion aboutit à quoi? Mais je vous donne l'information. Nous allons sur un plan d'ajustement structurel. Nous allons sur un plan d'ajustement structurel, ils vont l'appeler comme ils voudront, mais les déficits sont tels. En 2023, nous avons un solde budgétaire qui est positif, à 1,8%. Positif. À fin 2025, il est négatif, à presque 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dépensé plus qu'on avait. Ça veut dire qu'on a dépensé plus qu'on était en capacité de rapporter de l'argent. Et rien que sur 2026, on annonce déjà plus de 800 milliards de dépenses supplémentaires au-dessus de ce que nous aurons rapporté. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi il y aura un plan d'ajustement structurel? Parce que nous avons explosé tous les ratios de la CEMAC. Je ne parle même pas de la COPA. Les banques gabonaises aujourd'hui sont surexposées vis-à-vis de l'État. Surexposées vis-à-vis de l'État parce qu'on prête trop à l'État au-delà de ce qui est fixé par la COPA. Nous le savons. Et pourquoi il en est ainsi? Et qu'en est-il des critères de convergence? On a adopté au sein de la CEMAC la limite supérieure à ne pas dépasser pour ce qui est l'endettement. Nous serons l'année prochaine à presque 80%. Ce n'est pas acceptable. Nous sommes en train de menacer l'équilibre de la sous-région par le pilotage à vue, par le bricolage, je suis désolé, par l'incompétence de ce gouvernement. Et donc, nous ne pouvons pas continuer, et nous demandons, nous exigeons que le gouvernement s'explique sur ce dossier. Qu'on nous dise pourquoi est-ce qu'on a adopté un tel budget, que les parlementaires qui l'ont adopté expliquent à la nation comment ils ont adopté un tel budget, sur quelles hypothèses cela reposait. Il y a quand même là-dedans d'anciens premiers ministres, il y a dedans d'anciens hauts commis de l'État qui savent comment ça se passe. Comment ce budget a-t-il été adopté? C'est une exigence de démocratie que de le demander. La gabegie a un coût.
Et parce qu'ils ont mal géré l'argent de l'État, on va essayer de faire les poches des Gabonais. Lorsqu'on nous annonce qu'on va régulariser, on va attribuer 50 000 titres fonciers dans quelques semaines, quelques mois, mais ce n'est pas pour faire du bien au Gabon. C'est parce qu'il faut le titre foncier pour payer l'impôt sur le foncier et la contribution foncière unique. Et donc en réalité, comme ils ont besoin d'argent, on vous donne des titres fonciers pour que vous puissiez payer ensuite la contribution foncière unique. Mais j'aimerais dire deux petites choses à ce sujet. C'est que cette contribution foncière unique, elle ne dépend pas de vos revenus. C'est le type de maison que vous avez, le type de titre foncier que vous avez. C'est juste ça qu'on va calculer si vous allez payer. Mais vous le payez pendant que vous travaillez. Vous avez des revenus. Mais vous payez le même montant quand vous allez retraiter et que vos revenus auront baissé, ont été diminués par 10. Voici les réalités. Et tout cela parce que d'un côté, l'argent de l'État a été mal dépensé dans les voyages inutiles, et je parlais de GOC. La GOC, puisque je suis devant les médias, là c'est moi qui parle, hein. C'est pas vous qui l'avez dit, c'est moi qui le dis. Donc ça, vous pouvez me citer sans être menacé d'être mis en prison. La GOC est obligée de payer chaque trimestre 20 millions de dollars à Ebomaf. Quel est le lien entre Ebomaf et la GOC? Quel est le contrat qui lie Ebomaf à la GOC? Pour que l'argent du pétrole gabonais soit payé à ce monsieur. Au titre de quoi? 20 millions de dollars chaque trimestre. Plus de 11 milliards de francs CFA qu'on donne à Ebomaf chaque trimestre. Au titre de quoi? Il faut que le gouvernement s'explique. Il faut qu'on nous apporte des éléments. Ceux qui faisaient les communiqués 000 là, et qui annonçaient les audits, on n'a jamais aucun résultat d'audit. Mais sur le GOC, nous exigeons qu'il y ait un audit indépendant. Et le FMI arrivant, on va avoir des éléments clairs sur ce que rapporte la GOC et comment l'argent de la GOC est géré. C'est devenu quasiment une caisse noire pour le sommet de l'État. On a dénoncé hier, sous les plats, la question de la GOC qui servait à financer tout et rien. Aujourd'hui, le même système se poursuit. Et demain, quelqu'un passera à la télévision pour dire non, ce n'est pas vrai, comme ils l'ont fait quand à la présidentielle, j'ai dit qu'on importait le carburant du Togo. Ils sont venus faire un communiqué pour démentir, sachant que c'était vrai. Ils savent que c'est vrai. Et ce que je dis là est vrai. 20 millions de dollars payés à Ebomaf, c'est un scandale. Il faut donc que le directeur général de la GOC s'explique, que le ministre du pétrole s'explique, et que le ministre du pétrole vienne nous expliquer pourquoi 52 milliards ont été sortis au titre de la RSE pour financer Oligiville. Et nous n'aurons pas terminé si nous ne pensons pas à la question sociale. Moi, j'exhorte le gouvernement et le pouvoir à entendre la crise sociale, entendre les enseignants qui ont été les premiers à manifester leur colère. Les problèmes ne sont pas nouveaux, c'est un fait. Et parce qu'ils ne sont pas nouveaux, le pouvoir n'a pas d'excuse. Parce que lorsqu'on dit qu'ils ne sont pas nouveaux, on va accuser ce qu'on appelle l'ancien système. Mais je rappelle que lorsque le Premier ministre Nonsima a payé les rappels sous Ali Bongo Diba, les rappels c'était quoi? Les rappels c'était les fonctionnaires qui avaient commencé à travailler et qui n'étaient pas titularisés. Les rappels c'était ceux qui n'avaient pas d'avancement. Les rappels c'est ce qui a été en pré-salaire. C'est ce qui a construit les rappels. Et depuis Omar Bongo Diba, j'étais jeune ministre. M. Paul Tungui se battait pour mettre un terme à ces questions de rappel qui coûtaient cher à l'État et en disant on va programmer. On est au cœur du vrai problème. L'État lance un concours pour recruter 200 instituteurs. C'est l'État qui lance le concours sur son besoin. Si on lance un concours pour recruter 200 instituteurs, c'est qu'on programme des coûts budgétaires pour 200 instituteurs qui sortiront de formation. Pourquoi est-ce qu'on est surpris quand ils sortent de formation? Pendant qu'on les forme, pourquoi on ne prépare pas les coûts budgétaires? Et j'entends des gens qui me disent oui, mais tu as été Premier ministre. Oui, je l'ai été. Et je l'ai été pendant 7 mois. Et c'est moi, au mois de juillet 2023, qui ai pris la décision, en allant convaincre le président Ali Bongo, de reprendre les concours entre eux. Et Mme Kamélia le sait, on a pris ce décret ensemble. C'est moi, en tant que Premier ministre, qui a mené à publier l'audit qui a été mené par le ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, et qui a démontré que sur les 11 000 recrutements et régularisations qu'il y a eu entre 2019 et 2023, 6 000 ont concerné l'enseignement.
Oui, il y a eu le gel, mais le gel n'a pas concerné tout le monde. L'éducation nationale n'est pas concernée par le gel. La santé non plus. Les forces de sécurité non plus. Donc il faut nuancer. Aujourd'hui, moi j'appelle le gouvernement à cesser les intimidations, à cesser d'emprisonner les gens. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Et moi je dis de sortir Libama de prison. On n'a rien à faire en prison. Il n'a tué personne. C'est un militant UDP, pas mon militant. Mais c'est un syndicaliste, il a le droit de défendre ses droits. Moi je n'ai jamais mis un syndicaliste en prison. Jamais. J'ai été ministre, il y a eu des grèves dans mes départements ministériels. Mais j'ai toujours négocié. Je n'ai jamais envoyé la police contre les syndicats. J'ai toujours négocié le dialogue. Nous sommes un pays de dialogue. Et là, vous voyez bien que ce n'est pas Ali qui a envoyé les gens en prison. Au passage. Si la prison est devenue le règlement des différends politiques et sociaux, il y a un problème. Il faut discuter. Il faut dialoguer. Mais un chef ne doit pas tout faire. Et un chef ne sait pas tout faire. Dans les Saintes Écritures de la Bible, lorsque le peuple sort d'Égypte, puisque dans ce pays, on a beaucoup parlé de cette histoire des gens qui sortent d'Égypte, ils se perdent dans les Moïse et les Josué, enfin bon, bref. Moïse et son frère Aaron s'en vont chez le beau-père de Aaron prendre conseil, comment diriger le peuple. Aaron ne savait pas parler, c'est Moïse qui savait parler. Quand on dirige, on n'est pas obligé de tout savoir. Il y a des gens qui sont responsables, mais qui ne savent pas faire certaines choses. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait à nouveau un exécutif identifiable clairement qui fait quoi. Et il lui a dit, lorsqu'il y a comme ça un peuple à diriger, il faut diviser le travail. Tu mets les gens par petits groupes, 100 personnes, un responsable, 100 personnes, un responsable. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne peuvent pas toucher. J'appelle au dialogue entre les acteurs de l'éducation nationale. Pas les syndicats inféodés instrumentalisés. Ceux qui se plaignent, il faut les recevoir, il faut les écouter. Ils veulent être tous reçus ensemble. Le palais des sports existe. Au lieu de recevoir certains à 4 h du matin, ouvrez le palais des sports. Ils s'asseyent, tout le monde est là, ils posent leurs problèmes, l'exécutif répond, on trouve une solution pour nos enfants. Pour nos enfants. Et une fois qu'on a trouvé cette solution-là pour le plan des cours, il faut maintenant aborder les questions de fond. Quelle école pour notre pays? Quel statut pour l'enseignant? Comment faire en sorte que demain les mêmes problèmes ne reviennent pas? Comment régler durablement cette équation? Lorsque l'enfant sort de l'école, que sait-il faire? La question de la compétence. Sortir de cette école encyclopédique où on ouvre le crâne de l'enfant de connaissances dont il n'aura pas besoin demain pour reposer la question de quoi notre pays a besoin. J'appelle à la sérénité. Libama n'a rien à faire en prison. Don Rezo n'a rien à faire en prison. Et je dis encore que Bob Mengom n'a rien à faire en prison. Sortez de la prison et discutez. Un pouvoir, il doit pas avoir peur de ceux qui sont en face de lui. Il doit être en capacité de discuter, d'échanger. Parce que hier, certains ont dit le coup, il y a eu le coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État en justifiant, qui n'oublient pas comment ils sont allés. Qui n'oublient pas comment ils sont allés. Je voudrais terminer sur ce chapitre d'éducation pour dire que, de manière globale, notre pays a hérité de structures post-coloniales. Notre découpage territorial, notre découpage administratif, nous en avons hérité. Il est temps qu'on pense sérieusement à ce sujet. Il n'est pas normal que la carrière d'un fonctionnaire soit gérée à Libreville alors qu'il travaille à Mekambo, à Moulengui Binza. S'il y a des administrations déconcentrées, déconcentrons-les. Pourquoi il n'y a pas de direction provinciale du budget? Ceux qui sont au budget là, ce n'est pas les Gabonais. Pourquoi une direction provinciale de la culture à Makoko, à Oyem, et pas le budget? Pourquoi il n'y a pas une direction provinciale de la sol? Pourquoi il n'y a pas une vraie direction provinciale de la fonction publique pour gérer la carrière du fonctionnaire au plus près? Déconcentrons. Le fonctionnaire qui part, le jeune stagiaire, qui part de Mekambo, il a 80 000 par mois de pré-salaire ou même moins. Entre le transport, l'hébergement à Libreville, pour suivre son dossier,
sans savoir qui il vient voir dans la fonction publique. Il va passer 2 semaines sans voir où en est son dossier. Quand il revient, le dossier a été perdu. Il passe des années et des années sans suivi de son dossier. Mais déconcentrons. Si on ne peut pas numériser, informatiser, déconcentrons. Mettons dans chaque province les administrations qui suivent la carrière des fonctionnaires pour régler durablement ce problème. Réglons-le. La commission vérité, justice et conciliation. On nous a dit, la transition ne peut pas s'en occuper. Il faut attendre le gouvernement qui sera issu des élections. Depuis qu'on a fait les élections, il y a 2 gouvernements qui sont issus des élections. Nous demandons que cette commission soit en place. Les Gabonais ont soif de vérité. Ce n'est pas pour la vengeance, ce n'est pas pour déranger quelqu'un, ce n'est pas pour faire le caillou dans la chaussure, non. Mais parce qu'on a entraîné les Gabonais dans la haine des autres. On a dit ceux qui ont fait ça, c'est Biggie Beans. Maintenant, Biggie Beans dit, mettons la commission pour voir qui a fait. Pourquoi attend-on la commission? Puisqu'ils ont des preuves contre moi, qu'on en parle devant la nation. Que la nation sache que les gens qui sont morts, c'est Biggie Beans qui a donné l'ordre, qui les a tués. Et je dis encore une fois, il y en a qui sont sortis du gouvernement. Mais ils font partie de ceux qui ont dit aux Gabonais qu'il y a des charniers. Ils ont été au gouvernement pendant 2 ans. Ils n'ont rien fait. Il y en a qui sont encore dans ce gouvernement et qui ont dit il y a 300 morts, il y a des charniers. La cité démocratie se construit là. Ils sont encore au gouvernement. Pourquoi ils se taisent? Et pourquoi ceux qui hier se plaignaient ne se plaignent plus? Si on considère que ce qui s'est passé, on oublie, il faut donc officiellement le dire. Et dire, bon écoutez, nous voulons avancer, on n'en parle plus. Mais il faut le dire. Et arrêter donc de chercher à se charger la bête pour laisser les autres. Le dernier point. J'ai indiqué que je me tiendrai à vos côtés pour la liberté de la presse. C'est un engagement clair. Cet engagement, je l'ai pris avant que cette situation arrive. Cet engagement, on l'a pris tous ensemble pour mettre en place le code de la communication. Oui, on peut l'améliorer. Peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui avec l'évolution qu'il faut regarder à nouveau. Mais ce code de la communication avait valeur et a valeur à défendre, à protéger le travail qui est le vôtre. Il n'y a pas d'État moderne sans une presse libre, démocratique. Si le Gabonais a peur, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que le pays est bizarre. Dans une liberté à 2 termes. Vous avez la liberté d'applaudir le pouvoir et d'insulter l'opposition. Ça ne peut pas être cela. Ça, on peut réduire votre travail, qui est exceptionnel et qui est important. Et donc, nous allons continuer à pour dire qu'au Gabon, la presse est menacée. Les journalistes ont peur de dire l'information, de donner l'information. Et même de me poser des questions à moi en conférence de presse, parce que sinon on va dire, mais qui a parlé de ça, qui a posé la question? 7 ans, c'est trop. Il faut arrêter le massacre. Vous voyez qu'ils sont épuisés là. Ils n'ont plus de ressources, parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils sont là. Si on ajoute 7 ans, 10 ans, on ne peut pas tenir. Moi je vous le dis, ni eux, ni nous, peuple gabonais, ne pouvons tenir tous ensemble. Quelqu'un va craquer avant l'autre. Et en général, quand il n'y a plus de solution, on fait recours à la violence. La crise sociale va arriver, avec la crise économique, avec la crise financière. Et face aux demandes des Gabonais, la solution, ce n'est pas la prison. S'il ne peut pas, il sait ce qu'il a à faire. Il faut laisser. Il n'y a pas d'obligation. Parce que là, ça se voit bien qu'après 2 ans et demi d'exercice du pouvoir, le moteur n'en peut plus. La vision est trouble. Il sait plus où aller. Sans cap, sans boussole, on n'aboutit à rien. Et donc 7 ans, c'est trop. Il faut arrêter la mascarade. Et c'est pour cela que, pour ceux qui continuent à penser qu'il est là depuis quelques moments seulement, je voudrais donner 2 exemples. Le mandat aux États-Unis dure 4 ans. 4 ans. Il est à 3 ans là. S'il est aux États-Unis, c'est à la fin de son mandat. C'est pour ça que les gens à genoux, il ne peut plus là. Il est fatigué. Le mandat en France dure 5 ans.
Si on était en France, il serait en train de préparer à la prochaine élection. Mais imaginez où on est là déjà, là. Là. Tout le monde est fatigué comme on est là. Il faut tenir ça pendant 7 ans. C'est pas certain. Il faut qu'on revoie cette constitution. Qu'on revoie la question de l'exécutif. Qu'on revoie la question de la durée du mandat. Parce que si c'est comme ça, on va tous arriver épuisés. Et le peuple ne craque pas. Quelqu'un va craquer. Merci de votre aimable attention. Bonne heureuse année, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu bénisse vos familles et que la prospérité règne dans vos organes de presse et que la peur pour revenir et reprendre le cours de chant de Dieu. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Merci. Amen. S'il y a des questions. Monsieur le Président, une question liée à la raison que vous avez faite sur la tenue des États généraux de la nation. Les résolutions qui vont sortir comme ça, c'est comment les mettre en forme, comment les définir. D'abord parce que le pouvoir actuel est totalement sans dessus-dessous. Il nous a dit que les ministres devaient démissionner parce qu'il a été député. 80% de ceux qui avaient démissionné sont repartis au gouvernement. Quel est le message? Quelle est l'interprétation qu'on en fait? Ce pouvoir a un ministre d'État qui est ministre de l'économie et du budget, chargé de la lutte contre la vie chère, chargé des privatisations, etc., etc. Ce ministre d'État a assuré l'intérim de vice-président du gouvernement. Il a conçu ce budget et il s'en va. Ça, c'est pas un événement anodin. Si celui qui a conçu le budget s'en va par la petite porte comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle leçon politique on en tire? Le troisième exemple, il avait dit lui-même que ceux qui ont dirigé les décisions de la transition ne pourront pas être reconduits après la transition. Que fait Abaoulou à la tête de la convention? Et donc tout ceci montre bien que le pouvoir se cherche. Et plutôt que de chercher uniquement à résoudre les questions sur un plan politicien, nous appelons à regarder tout ceci avec lucidité et froideur. Ce n'est pas EPG qui les tiendra. Nous demandons que se tiennent dans notre pays les États généraux de la nation. La deuxième chose, et je terminerai par là, j'ai évoqué tantôt le découpage administratif. Mais j'aurais pu parler du découpage électoral. Est-ce qu'on peut continuer avec un découpage électoral qui fait qu'on a des députés élus avec 250 voix et il y en a d'autres qui sont élus avec 3000, 4000, 5000 voix? Est-ce qu'on peut continuer avec ça? Est-ce qu'on peut continuer à avoir une décentralisation où il y a 2 étages qui manquent? Il n'y a pas le conseil cantonal, le canton, il n'y a pas de conseil cantonal, il n'y a pas de conseil provincial, la province. Et l'appellation province, c'est une appellation qui vient d'un Rome antique, mais la province c'est quoi? Vous aviez Rome et vous aviez les colonies, avec le proconsul, mais le représentant du président, c'est un proconsul. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on peut continuer à considérer que nos provinces doivent demeurer des proconsulats? Qu'est-ce qu'une province aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est encore? Et donc, il faut se poser ces questions-là. Et si on ne le fait pas, moi j'ai dit que nous sommes le pays des occasions manquées. Le coup d'État, je n'ai pas aimé le coup d'État, je ne l'ai pas applaudi. Et je ne fais pas la libération. Il paraît que cette année, c'est à Maroc qu'on fêtait ça. Je n'y serai pas. Parce que je ne fais pas la libération, c'est une trahison. Moi, je ne fais pas ce qui est trahison. Et est-ce qu'on peut continuer à nous regarder sans poser les bonnes questions? Donc, oui, les États généraux, il faut qu'ils se tiennent, mais c'est eux qui doivent les tenir pour le pays. S'ils ne le font pas, c'est la catastrophe. J'avais dit au Gabon, au moment avant la présidentielle, j'ai dit au Gabon, si ce monsieur qui a trahi sa parole, qui s'était engagé à rendre le pouvoir au civil, il a mis les habits de civil. Si vous en faites le président, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je l'ai dit, les gens ont rigolé. J'ai dit, mais il n'est pas préparé pour la fonction. Et ce n'est pas une question personnelle dans l'opinion. Mais au-delà de qui le conseil, l'autre question qui est son pendant, est-ce qu'il écoute les conseils? Est-ce qu'il écoute? Est-ce qu'il entend? S'il entend, il faut qu'il corrige le tir. Il est au pouvoir. C'est une élection pour le pays.
mais c'est à lui de faire en sorte que ce pouvoir devienne une malédiction pour le pays. S'il écoute ce qu'on dit, il rectifie le tir. S'il n'écoute pas, écoutez, moi, je vous ai dit que EPJ, avec d'autres forces politiques du pays, nous travaillons à réunir les conditions de la vraie alternance dans le pays, qui n'a jamais eu lieu. Et l'alternance doit avoir lieu dans notre pays. Et nous y travaillons. J'entends les gens dire qu'il n'y a pas d'opposition, mais on n'a pas encore bien regardé. L'opposition est là. Et je suis là. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Je suis de la rédaction du Grand Reporter. Il y a également une question qui a survenu les populations, la question de l'insécurité. Les populations constatent qu'il y a une certaine diligence pour je pense de pouvoir mettre le syndicalisme dans en prison. L'insécurité est un vrai sujet. Et c'est quand même incroyable que, alors que les militaires sont au pouvoir, le pays connaisse autant d'insécurité. Et moi je pense que cette insécurité, elle est à la fois normale, compte tenu des conditions économiques et sociales du pays, mais il est anormal que cette insécurité demeure. La police doit être mieux équipée, mieux représentée. Mais si l'armée, de manière générale, et la justice ne sont possédés du pouvoir pour réprimer ceux qui critiquent le pouvoir, quel temps ils vont trouver pour aller poursuivre les bandits? Puisqu'ils sont occupés à écouter les réseaux sociaux, à voir qui a dit quoi, où est Bob Mongom, où est tel ou tel ou tel. Quel est le moment qu'ils vont avoir pour aller réprimer les bandits dans les quartiers? Et on nous amène un faux débat sur la peine de mort. Moi je vous dis déjà, je suis opposé au retour à la peine de mort. Parce que d'abord ça n'a règle aucun problème. Et ensuite qu'on nous dise d'abord la liste des criminels, ceux qui ont commis les crimes rituels, c'est qui? Ils sont dans quelle prison? Leurs commanditaires sont dans quelle prison? Ils sont où? Qu'on dise la liste. Qu'on dise aussi la liste de ceux qui tiennent les boutiques d'Enganga qui recommandent les crimes rituels. Parce que si ça existe, c'est qu'il y a des gens qui recommandent. Mais ces gens-là sont où? Il faut qu'on sache où ils sont. Si on a déterminé la chaîne, oui, on pose le problème. Mais quand nous disons qu'il ne doit pas présider le Conseil supérieur de la magistrature, c'est parce que la justice aujourd'hui, aux yeux des Gabonais, elle ne sert qu'à faire des règlements de compte. Demain, on veut que Bidibé cesse de parler, on trouve un motif pour le mettre en prison. Trouble à l'ordre public. Vous avez un syndicaliste, trouble à l'ordre public. Mais ça veut dire quoi dans une assemblée générale d'un syndicat? Ça veut dire quoi? Et qui a porté plainte? Parce que c'est le vrai sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas, on ne vient pas arrêter quelqu'un comme ça s'il y a pas eu la plainte. Qui s'est plaint? Quel est le ministre qui s'est plaint? L'éducation nationale. Est-ce que l'Assemblée générale a eu lieu dans une école? Qui s'est plaint? Le ministre de l'Intérieur? Qu'on dise qui s'est plaint. Qui a déposé plainte devant quel cabinet de juge et qui a donc fait une commission à l'autre aux OPJ? Je termine sur un point. Sauf si ça a changé. Les agents de la DGSS ne sont pas les OPJ. Donc, les procédures qui sont menées par les gens de la DGSS, dans un pays normal, elles sont nulles, ces procédures. Elles sont nulles. Et donc, la mobilisation des forces à réprimer les activistes empêche que les forces soient concentrées à poursuivre les bandits dans les quartiers. Et comme la drogue aussi, et je l'ai dit, ce pouvoir nous a dit, il y a des policiers, des officiers qui avaient été radiés, qui avaient été sanctionnés parce qu'ils étaient des dealers. Mais si ceux qui nous protègent sont même dans ces choses-là, dans des braquages, dans des deals et tout ça. On prend une autre question. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure des ajustements structurels. Si tant est que ce plan est confirmé par le FMI, ou du moins les discussions qui sont avec le gouvernement, à court, moyen terme, vous avez été un ancien Premier ministre, quelle va être la conséquence? Bon, déjà la première chose, à quel moment nous devons croire le pouvoir dans des pas? Cette question que je pose en tant que Gabonais, c'est la question que se posent les institutions internationales. Les chiffres que ce gouvernement envoie, à quel moment ils peuvent être pris au sérieux?
Parce que tout plan va d'abord reposer sur le sérieux et la réalité, la crédibilité des chiffres. Voici notre déficit budgétaire. Il est vérifié, il est à temps. Voici nos contraintes de dette. La dette de l'État, c'est un serpent de mer. Un matin, on nous annonce qu'on a tout payé. Le lendemain, on dit, oh, mais ceux qui étaient là nous ont laissé un grand trou. Après, ah non, mais attendez, on avait besoin d'aller emprunter pour investir 8600 milliards de dettes. Est-ce que ce chiffre est définitif? Et dans ce chiffre, quelle est la part de la dette intérieure? Et dans cette dette intérieure, quelle est la réalité de la dette aux entreprises? Quelle est la dette sociale? Il faut d'abord que les chiffres soient crédibles. Une fois que les chiffres sont crédibles, on détermine alors le schéma pour revenir à l'équilibre entre les ressources et les dépenses. Et normalement. Et là aussi, nous ne faisons pas bien notre travail. Et les journalistes et nous les politiques. La loi gabonaise, qui n'est pas une loi exceptionnelle, qui est une loi assise sur les directives de la communauté. Le budget de l'État est adopté en équilibre en ressources et en dépenses. Lorsque le gouvernement présente à l'Assemblée un budget qui est déséquilibré et que le Parlement vote ce budget, il y a une double faute. Il y a la faute du gouvernement, il y a la faute du Parlement. Donc c'est le deuxième niveau. Ça veut dire le niveau d'autorisation qui est accordé par le Parlement au gouvernement pour l'exécution du budget et un niveau de contrôle parlementaire sur l'exécution du budget. Oui, donc la première chose, c'est la sincérité des chiffres. La seconde chose, c'est le plan pour en sortir. La troisième chose, c'est la communication politique en direction des Gabonaises et des Gabonais, en disant la vérité. Il faut qu'ils disent ce qu'ils ont fait de l'argent qu'ils ont trouvé. Lesquels n'étaient pas vides quand ils sont allés. L'argent est passé où? Et l'argent qu'ils avaient saisi, tout le monde a entendu les montants qui ont été saisis. Cet argent est passé où? Et les maisons qui ont été saisies, où est la liste au journal officiel? Lorsque l'État saisit, après un jugement devenu définitif, on sort au journal officiel la liste des biens saisis. Les terres, les immeubles, les villas, les voitures. C'est liste est où? Parce que ce que nous savons, c'est qu'avant le procès, il y en a qui habitaient dans les maisons. Il y en a qui habitent encore dans les maisons. Ils sont restés là. C'est ça? Ils ont pris les voitures qui auraient été volées. Ils ont partagé à leurs amis avant le jugement. Elle est donc, si on devait qualifier ça en voie, celui qui prend un cadeau dont on sait d'où il vient. Il est receveur. Et donc là, nous avons là, dans notre pouvoir, des gens qui sont des receveurs. Voilà. Et donc moi, je ne souhaite pas qu'il y ait un enrichissement structurel, mais je vous dis qu'il y en aura. Au regard des informations que j'ai, de la réalité de nos chiffres, il y aurait un enrichissement structurel. Oui. Je me voudrais de partie de cette question parce qu'elle résulte d'une information véhiculée ces derniers temps par l'Alliance syndicale que le fichier des fonctionnaires gabonais serait géré par le Maroc. Vous qui avez été l'ancien Premier ministre côté Nouvelle-Ligue, de quoi s'agit-il en réalité? C'est une information vraie. Moi, j'ai entendu ça comme vous à la télévision, parce que syndicaliste, il sait peut-être le plus tard. Ce que je sais, moi, c'est que c'était un logiciel de gestion de la solde ont été conçus par une entreprise marocaine. C'est ce que je sais. Le LADI sont eux qui gèrent. Moi, je n'ai pas cette information. Je ne peux pas confirmer. Bien, merci beaucoup. Ah, pardon. Bonjour Président, je suis Alain Diaga, journaliste pour Info Sud TV. Alors, ma question est la suivante. Vu que vous avez abordé tout à l'heure la question du procès, des procès qui se sont déroulés dans notre pays, et durant ces procès, votre nom a été cité. Ma question est la suivante. Si vous êtes appelé à vous rendre au tribunal, est-ce que vous serez prêt à vous rendre à aller au procès? Et si voulez-vous rendre, quelles seront les conditions? Bon, d'abord, vous faites bien de poser cette question. Est-ce que vous pouvez rappeler à vos auditeurs
dans quelles conditions mon nom a été cité au procès. Moi, j'ai suivi le procès de bout en bout. Mon nom a été cité par M. Jesse Elenkoba, lorsque j'ai été nommément cité. Et il m'a cité lorsqu'il s'agissait de justifier la nomination au gouvernement de M. Rodrigue Bissaou en qualité de ministre de la Communication. Il a dit oui, c'est moi qui ai proposé Rodrigue Bissaou, mon ami, au président. C'était en présence de M. Alain Claude Bilibise et d'autres. Donc si c'est pour ça que j'irai au tribunal, j'irai. Enfin, sauf si vous pensez. Est-ce que mon nom a été cité à notre niveau? Hein? Voilà. Mais, vous savez, mon nom est cité comment? C'était un procès arrangé. Mon nom est cité parce que, au fur et à mesure que le procès avance, sur les réseaux sociaux, on entend des gens qui disent si Bilibise n'est pas cité dans ce procès, on va lui demander pardon. Et puis, comme par hasard, le nom de Bilibise est cité alors qu'on ne parle même pas là de détournement. Moi, j'ai déjà dit une chose qui est très claire. Faisons bien les choses. Ce procès, lui aussi, a été une occasion manquée. À l'issue de ce procès, la justice n'est pas sortie grandie aux yeux des Gabonais, ni à l'intérieur, ni à l'international. Donc la justice a été encore plus fragilisée. Ce d'autant plus qu'il apparaît que certains qui étaient là au procès n'étaient même pas au Gabon. On les a fait venir juste pour être là au procès. Et récemment encore, on a appris que certains ne sont même plus en prison. Et donc, tout ceci jette un trouble sur notre fonctionnement, sur notre État. Il faut la transparence. Et j'ai dit, si c'est au titre d'ancien Premier ministre, 7 mois, que je vais être entendu, je le serai une fois que ceux qui m'ont précédé à la fonction auront été entendus, à tout le rôle. Sauf ceux qui ne sont plus de ce monde. Et je vous fais observer, exception prise de ma personne, de ma situation, tous les anciens premiers ministres soutiennent ceux qui sont au pouvoir. Vous n'avez pas remarqué? Bien. Certains ont été des élus, ont été élus récemment. Les anciens ministres ont été élus. D'anciens hauts dignitaires responsables qui ont gouverné avec Ali Bongo ont été élus. Certains dirigent même le parti du président. C'est ça, non? Quand on parle de l'ancien régime, c'est donc quoi l'ancien régime? Ceux qui étaient les commandants en chef des forces de défense et de sécurité sur Ali Bongo, à 90% sont encore là. C'est pas vrai? Donc l'ancien régime, c'est qui finalement? Chacun doit répondre à cette question. Celui qui était commandant en chef de la chair, qui était l'outil répressif du pouvoir, est devenu président. L'ancien régime, c'est qui? Il n'y a pas encore la tendance au Gabon. Il n'y a pas encore la... Depuis le début, je vous dis, il y a eu un changement de dirigeant. Il y a eu un remplacement de dirigeant. Et quand vous regardez bien, entre le Gabon et le Venezuela, il y a des similitudes. Le Venezuela, un coup d'État préparé depuis l'étranger, pour l'État militaire, est venu, on a juste enlevé la tête, on a mis le côté, et le Venezuela entier est en place. Les mêmes institutions, le même gouvernement, ils sont tous en place. Vous avez remarqué ça? Dans le cas du Gabon, un coup d'État militaire validé par la communauté internationale a enlevé le principal dirigeant. Et le système est en place. Si vous ne l'avez pas encore compris, c'est que ça fait 2 ans que je parle pour lui. Voilà. Donc il faut qu'ils arrêtent de lancer un régime. Au début, ils disaient en 2 ans seulement, on a retourné ceci. En 2 ans seulement, en 2 mois seulement. Mais en 2 ans seulement, ils amènent le pays vers un plan d'ajustement structurel. Ce qui n'a pas été fait au Gabon depuis très longtemps. Voilà le résultat. Pilotage à vue et incompétence. Décollage. Vous avez retenu le décollage. Bien, merci beaucoup et
parce qu'on vous a convié, c'était vous en fait à qui on a adressé ces vœux. EPG a prévu un petit honneur pour les journalistes, etc. Merci beaucoup et à très bientôt. Que Dieu vous garde. Merci.